Bonjour et bienvenue à tous sur notre magazine Kikawine. Aujourd'hui, on va interviewer quelqu'un que je répute un excellent énologue, directeur technique bien sûr, mais surtout un très bon, voire un des meilleurs dégustateurs que j'ai jamais connu, Pierre Montaigu du Château Soudiro. Bonjour Pierre. Bonjour Giovanni. Comment vas-tu? Ça va bien? Très bien, merci. Ben écoute, je suis très content de t'avoir ici. Franchement, c'est rare d'avoir quelqu'un de ton épaisseur parce que dans ma carrière, c'était peut-être le meilleur dégustateur que j'ai connu. Hein. Et sans blague, c'est pas pour te flatter parce que tu es là. Non, mais c'est gentil. Mais voilà, non, mais c'est une passion outre un métier, donc c'est vrai que c'est toujours très agréable. Et puis on a passé de bons moments en faisant ces petites dégustations à l'aveugle, donc c'est toujours très sympa. Ben, en plus, toi, tu es à Sauternes maintenant au Château Soudiro depuis combien de temps? Alors, je suis ici depuis 2004, donc ça va faire la 17e année. Mais c'est vrai que par contre, j'ai beaucoup bougé. Moi, j'ai commencé à aimer le vin avec mon père dans le Beaujolais, la Bourgogne. Après, j'ai fait mes études à Bordeaux. J'ai fait mes premiers postes en Loire, où j'ai adoré le chenin et où j'ai fait des liquoreux déjà. Et puis, j'ai refait du rouge après dans le sud-ouest. Et donc, voilà, Suduiro, c'est la quatrième propriété dont je m'occupe. Justement, en parlant de chenin, c'est vrai qu'on retrouve dans tes sauternes une verticalité quasiment unique parce que c'est vrai que même Soudiro, c'est un sauterne, on s'attend toujours des vins qui sont mielleux, sucrés, riches, presque écœurants et finalement non. Oui, ça c'est sûr que c'est bien sûr un goût personnel de préférer ces vins avec beaucoup d'acidité, beaucoup de fraîcheur en finale. Alors bien sûr, on est aidé par un grand terroir puisque Suduiro c'est un premier cru classé de Sauternes, donc on est au sommet de la hiérarchie de Sauternes. Il y a simplement le château d'Yquem qui est au-dessus de nous et donc on a ce grand terroir, mais c'est vrai aussi que dans toutes nos actions, que ce soit la vigne au ramassage et ensuite vinification, élevage et assemblage, on va toujours avoir à l'esprit de garder cette buvabilité, cette fraîcheur pour que tout ce qu'on a mis dans la bouteille de concentration soit très bien équilibré et soit juste là pour donner du plaisir, pour prendre son temps pour découvrir des arômes, pour avoir des sensations vraiment très intéressantes en bouche, mais toujours avec une fraîcheur et moi je dis toujours qu'il faut avoir envie de boire un second verre, donc je pense que c'est très important. Pour l'encépagement, quel pourcentage et quel cépage tu utilises? Alors, à Suduiro, nous avons deux cépages sur les trois de l'appellation, du sémillon à 90% et du sauvignon à 10%. Pour ce qui concerne les vins liquoreux, je considère que le sémillon, c'est le meilleur cépage. Et quand il est sur des grands terroirs, il amène une verticalité et par les dates de ramassage, on peut donc avoir quelque chose qui ne soit pas lourd, même si c'est très concentré, puisqu'on parle de ramassage entre 20 degrés et 22 degrés potentiels. Donc, on est autour de 360-400 grammes de sucre par litre, de façon naturelle, bien sûr, grâce à la pourriture noble. Mais ce sémillon, finalement, est quand même le cépage prédominant dans nos assemblages. Et c'est plus les différents micro-terroirs qu'on a dans la propriété qui vont nous permettre d'avoir cet équilibre. Et aujourd'hui, les assemblages de Suduiro sont entre 95 et 100% de sémillon. Voilà, pour le liquoreux. Donc, c'est vraiment un focus sur ce cépage. C'est excellent. Et comment c'est difficile de gérer la pourriture noble? Alors, la pourriture noble, en fait, elle ne se gère pas, puisque c'est un phénomène naturel et qui varie extrêmement rapidement en fonction des conditions climatiques du moment, du mois on va dire du mois d'octobre, puisque c'est le mois principal où on ramasse. On peut ramasser en septembre, on peut, comme l'année dernière, finir en novembre, mais voilà, c'est les conditions climatiques d'octobre qui vont vraiment
régler la qualité du botrytis. Et après, c'est beaucoup d'observations pour aller dans le vignoble plusieurs fois, soit pour faire du tri négatif parce qu'on voit que ça va pas bien se passer, alors on enlève tout de suite une partie des grappes qui sont pas forcément bien affectées, ou soit au contraire pour dire voilà, c'est bon, donc maintenant il faut prendre ce qui est bon, ne pas attendre, parce que quand on attend, on peut avoir moins de pureté aromatique, on peut avoir plus de sucre, mais justement moins d'acidité. Et puis surtout, dernière chose, on peut aussi, si une pluie arrive, tout perdre. Donc il faut tout le temps être sur le qui-vive pour vraiment déclencher les vendanges au moment opportun. Et voilà, on a effectivement une grosse équipe, on est 120 personnes au moins pour travailler. Et voilà, il faut les mobiliser rapidement pour pouvoir s'adapter et gérer entre guillemets, suivre plutôt que gérer l'évolution du botrytis. On peut tout gagner, tout perdre en un week-end. 2019, la dernière tri a été gâchée par une pluie trop importante, alors qu'on avait laissé des choses magnifiques. Et puis au contraire, en 2020, l'année d'après, 2 fois on a joué et 2 fois on a gagné. On a décidé d'attendre et on a obtenu les concentrations qu'on voulait avec un temps assez clément pour ramasser. Donc voilà, c'est toujours des hauts et des bas, et faut l'accepter avec sérénité entre guillemets pour pouvoir faire des liquoreux. Voilà. Mais bon, c'est des vins tellement magiques que on oublie après les mauvais moments. Oui, c'est vrai. Prévision pour 2021, comment est en train de se passer? Bon, après, on est encore loin. C'est encore tout le début, mais on reproduit un petit peu l'histoire presque des 2 derniers millésimes, ou presque des 3. Et on a eu un automne et un hiver très pluvieux. Et puis aujourd'hui, on a des températures très douces. On dépasse les 20 degrés. Il pleut plus depuis un mois. Donc c'est vraiment très contrasté, et la vigne est un peu en avance. Donc là, elle a bien démarré, et bon, voilà. Donc maintenant, le problème crucial de ce mois d'avril, c'est la gelée de printemps. Donc là, on guette les températures attentivement pour espérer ne pas avoir ce souci. Et puis après, on verra comment va se continuer le millésime. Mais le fait de produire sous botrytis, combien ça réduit la quantité? Si on n'a pas de soucis, j'expliquerai après ce que c'est, mais si tout va bien, on réduit au minimum de moitié, à peu près. C'est-à-dire que nous, on taille les vignes pour avoir à peu près une production de 40-50 hectolitres si on ramassait un vin blanc sec. C'est ce qu'on fait d'ailleurs pour une partie de notre vignoble. Et ensuite, avec la réduction, la concentration, on va réduire à peu près de moitié le rendement. Donc, quand on fait de bonnes années en termes de quantité, on est aux alentours de 20 hecto-hectares. Cependant, on peut avoir aussi, durant la récolte, d'autres soucis. Et c'est ce que j'appelle les tris négatifs, où là, à chaque fois, on va enlever des choses, et donc ce rendement, petit à petit, va diminuer. On a toujours de belles choses à ramasser, mais par contre, on a des choses qu'on laisse en route, et donc on peut terminer à 15, 10, même des fois 7 hectos ou 8 hectos comme l'année dernière. Voilà. Les millésimes où tu as produit moins, mais très bon aussi? Alors, où on a produit moins et très bon, c'est, on va dire, 2011, 2014, 2019, 2020. Voilà, c'est des millésimes qui sont très bons, très, très intéressants. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un peu rageant et dommage de jeter des choses, mais on a été obligé, pour garantir la pureté aromatique des vins, de jeter des choses qui pourtant avaient une grande concentration, mais qui ne nous satisfaisaient pas au niveau aromatique. Voilà. Et un millésime que tu aimes particulièrement? Nous, dans les millésimes récents, j'aime beaucoup le 2017, qui se goûte très très bien aujourd'hui. Alors 2017 est un peu compliqué dans notre appellation, parce qu'il y a notamment Barsac qui a gelé à presque 90%. C'est pas forcément un millésime à se rappeler, mais nous on a gelé qu'à 30% et plutôt sur la périphérie du vignoble. Donc on a réussi à faire quelque chose de très grand. Et c'est vraiment un millésime plein de fraîcheur, justement,
et avec une gamme aromatique très délicate que j'aime beaucoup aujourd'hui. Depuis quel millésime vous avez commencé et pourquoi vous avez commencé le blanc sec? Alors, le premier blanc sec que l'on a fait s'appelait le S de Suluro et on l'a sorti en 2004 quand je suis arrivé. Christian Silly, qui est notre manager pour toutes les propriétés du groupe, souhaitait faire un grand vin sec parce qu'il est convaincu, et moi aussi, que sur ce terroir de Sauternes, on peut très bien aussi faire de très grands blancs secs. D'autres châteaux prestigieux l'avaient fait avant, et notamment Yquem, puisque ça existe depuis les années 40 ou 50, le Y. Et donc, on peut très bien faire un grand sec à Bordeaux, à Sauternes, pas que à Pessac-Léognan. Et voilà, donc on était parti sur cette idée. Ça nous a pris quelques années pour définir la proportion des cépages, pour définir les parcelles où on va récolter ce vin qui, bien sûr, cette récolte se fait sans botrytis, hein, ça se fait tout début septembre. Et on est arrivé petit à petit, on va dire, à faire un vin basé sur le sémillon, parce qu'on s'est rendu compte que c'était notre marque de fabrique, notre essence à Sauternes. Et donc, on a privilégié le sémillon dans les assemblages. Et aujourd'hui, le S de Suluro tourne à peu près en proportion autour de 60% de sémillon et 40% de sauvignon. Très bien. Ensuite, il n'y a pas de muscadelle dans la propriété? Non, on n'a pas de muscadelle dans le vignoble. Et ensuite, on a créé un vin en 2015 qui s'appelle le blanc sec de Suluro. Vous voyez l'étiquette ici, est facilement reconnaissable. Et cette cuvée était destinée à faire un vin toujours basé sur le sémillon. On a au moins la moitié en sémillon, mais sur des vignes pas forcément plus jeunes, mais un peu plus jeunes, et sur des terroirs différents, de plus accessibles, de plus immédiat, qu'on peut boire quasiment un an après la récolte, alors que le S de Suluro a une structure, une tannicité, un côté terroir plus important et nécessite 2-3 ans de vieillissement. Je voyais que la bouteille était déjà ouverte, donc j'imagine que tu es prêt à la déguster pour nous. Oui, tout à fait. C'est le dernier bébé, donc c'est avec grand plaisir qu'on va faire cette première dégustation. La mise en bouteille s'est faite le 17 février et on est très content de 2020. On était très content du 2019 que tu connais bien et que tu apprécies. Et 2020, j'avais juste un peu peur au départ que cette année très solaire, avec ces épisodes de canicule pendant l'été, nous enlève un peu de l'acidité. C'est toujours notre crainte. Et en fait, non, on a un charnu qui est lié à ce millésime solaire. Et donc, ça se sent au niveau du parfum qui est un petit peu plus fruité et fruits jaunes que fruits blancs, qui est des fleurs un peu plus sucrées comme l'acacia, des choses comme ça par rapport au côté plus minéral qu'avait le 2019. Et puis en bouche, on a cette générosité du sémillon et du millésime, mais on a gardé une belle fraîcheur et une salinité de fin de bouche qui est un peu notre marque de fabrique et qui font que ces vins, que ce soit le blanc sec ou le S, sont des vins qu'on peut mettre à table et justement c'est leur place plus que juste l'apéritif. C'est vraiment des vins de gastronomie par leur matière et par ce côté terroir et frais que l'on a en finale. Pourquoi dans tes vieilles bouteilles de Sauternes, on retrouve parfois des cristaux? Ces cristaux, c'est un phénomène naturel. Dans notre optique, que ce soit au vignoble ou au chai, on essaye de traiter le moins possible les vins, d'avoir le moins d'impact possible. Donc, je ne fais pas de traitement au froid pour éliminer ces cristaux de tartre. C'est de l'acide tartrique, c'est l'acide du raisin, il est présent dans le raisin normal, naturellement. Et nous, on en a encore plus que les autres vins, puisqu'on a concentré nos raisins avant de les vinifier. Donc forcément, au bout d'un moment, 4, 5, 10 ans, on voit la précipitation de ces cristaux d'acide tartrique, puisque le vin va évoluer en bouteille, comme il a évolué pendant l'élevage en barrique. Et pendant cette évolution, les équilibres chimiques sont modifiés par rapport à ceux qui existaient au moment où on met en bouteille. Et donc, parfois, il y a de la précipitation d'acide tartrique. C'est un phénomène tout à fait naturel qui
n'a aucune influence sur le goût. D'ailleurs, si vous voulez faire l'expérience, vous pouvez récupérer ces cristaux dans une cuillère et les goûter, ça n'a aucun goût. Donc, ça croque, voilà, c'est tout, c'est les cristaux. Mais ça ne change rien. La seule chose, c'est que pour éviter de les servir à vos convives, il faut à ce moment-là mettre la bouteille debout la veille et puis après vous décanter comme on fait pour un vin rouge. Et notamment les liquoreux, je pense que c'est quelque chose de très bien parce que ça permet aussi de les aérer et de révéler leur bouquet. Donc vous le faites passer en carafe et vous n'avez aucun souci. Vous avez un vin limpide dans les verres et vous perdrez à peine une cuillère à café pour de dépôt et d'un peu de vin avec ce dépôt. Donc ça n'a vraiment aucune incidence sur le goût et si ça pousse les gens à décanter les vins, ben ça sera très bien parce que ça permettra d'exprimer encore mieux les qualités des grands vins de Sauternes. Comment s'impacte le changement climatique sur ton travail au quotidien? Alors le changement climatique fait que on est de plus en plus précoce, donc avec de plus en plus de risques de gelée, donc on est obligé un peu de changer des porte-greffes pour choisir des porte-greffes qualitatifs mais qu'on prenait moins avant parce qu'ils étaient de maturité plus tardive. Ben maintenant, on va peut-être plus les utiliser. On essaye aussi de retarder la taille pour retarder un peu la sortie de la vigne pour éviter ces épisodes difficiles du mois d'avril souvent. Et puis après, en cours de saison, par rapport aux chaleurs, par rapport aux températures, ben, on a une gestion de l'effeuillage qui est un peu différente d'avant, où dans les années 60-70, ils effeuillaient au-dessus des grappes, ils enlevaient tout parce qu'il y avait beaucoup d'humidité et voilà, il fallait vraiment que tout soit ventilé, que le raisin sèche pour ne pas avoir de pourriture grise. Nous, aujourd'hui, et notamment pour les secs, on effeuille très très légèrement pour conserver un peu d'ombre et de fraîcheur au niveau des grappes. Voilà. Donc, alors on n'en est pas encore à changer de cépage. Pour l'instant, tout va bien. On peut faire encore du Sauterne avec le Sémillon et le Sauvignon. Ce qu'il y a de bien dans le réchauffement climatique, c'est que je crois qu'on a aussi plus souvent l'occasion de faire des grands millésimes, parce qu'on a plus souvent l'occasion d'avoir la richesse adéquate pour faire du premier cru. Donc, c'est un bien pour les consommateurs et les amateurs de ces grands vins. Et voilà, mais c'est vrai qu'on suit attentivement ce réchauffement et qu'on essaye de s'adapter petit à petit à ces nouvelles conditions de culture. Écoute Pierre, je suis ravi que tu as trouvé du temps pour nous. J'espère de te revoir bientôt sur notre chaîne Kika Wine. Et donc voilà, je te dis au revoir et à la prochaine. Oui, ben écoute, c'était avec grand plaisir que j'ai fait cette vidéo. Et puis, pour éviter le problème des cristaux, pensez à boire les Sauternes jeunes parce que c'est aussi très très bon jeune. Voilà. Et merci à tous. Ce sont des vins qui ont un excellent équilibre et vraiment, on peut vraiment se mettre à table et finir la bouteille à deux et on peut même les accompagner avec des plats salés. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est presque les meilleurs accords, les plats salés et le fromage, que foie gras et dessert.